les couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Lire de toutes les couleurs, c'est une fenêtre ouverte sur l'échange de ma passion du livre avec toi, lui, elle. Nous y échangerons avec un ou plusieurs invités, des autrices, des auteurs et aussi des professionnels de la chaîne du livre. En vous remerciant, vous qui me suivez, mon plaisir est de vous partager ce nouvel épisode Lire de toutes les couleurs. C'est une conversation avec le producteur, réalisateur et auteur guadeloupéen Gérard Théobald. Nous échangeons autour de ses derniers travaux et de son actualité. Diversité, politique et faits d'histoire sont toujours les lignes directives de ses documentaires ainsi que de ses ouvrages, autant ceux d'essais ou les romans. Alors Gérard, parle-nous de ces drôles de capitaines. Les singes capitaines, qui est un livre sur la droite extrême et sur l'extrême droite. Ouais. Et qui est un livre qui décrit ma découverte du Jura, et en particulier de la ville de Dole, où cette ville est quand même une ville qui est assez spéciale, selon moi, parce que elle n'est pas si inscrite dans la mixité des populations, elle n'est pas si inscrite dans la fraternité, au sens où on peut l'entendre par la définition urbaine parisienne ou de France. On est plutôt avec des gens qui sont des ruraux, qui ont une vue très restreinte du pays. Tu veux dire à la limite des gens plutôt qui votent extrême droite ? Non. Pour l'instant, ce sont des gens qui ont vraiment une vue très limitée du pays, qui redéfinissent ce pays au regard de leurs propres frontières, et c'est-à-dire des frontières départementales, régionales ou départementales. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que eux-mêmes sont un peu comme les Martiniquais ou les Guadeloupéens. Ils cherchent à faire pays, mais avec une très grande difficulté, alors qu'ils sont déjà dans un pays. Oui. Ils cherchent presque à se mettre des clôtures pour... je pense que s'ils pouvaient vivre en république indépendante, ça serait bien. En tout cas, c'est un fantasme qui n'est pas si utopique. Et ça a été très intéressant de voir comment tout cela, comment nous avons accueilli cela, comment j'ai accueilli cela, et sur le fond, tu as des gens qui ne sont pas si acceptants de l'autre que ça. L'altérité n'est pas un mot qui fait commun. Ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Non. Ni écrit, ni parlé. Alors, les gens t'expliquent que le Jurassien est une personne accueillante, une personne sympathique et une personne accueillante, à la seule condition que tu touches jamais à son argent. On revient à l'histoire du porte-monnaie. Or, ce sont quand même des gens qui ont une volonté, un désir d'argent qui est extrêmement important, qui ont aussi une certaine possessivité par rapport à l'argent, vraiment une possessivité, et cette possessivité, on l'a eu, on l'a défini lorsque nous étions enfants. C'est une possibilité à la manière de Picsou ou à la manière des Rapetou. Tu vois ? Donc, quand tu es Picsou, c'est vraiment à l'égal de la bande dessinée. Quand tu es Picsou, tu es l'espèce de pingre totalement égoïste et qui prend un bain chaque matin dans une piscine d'argent, de pièces jaunes.
Et les raptous, c'était là pour le coup les gens pauvres là, et qui avaient toujours besoin de voler quelque chose. Tu veux dire qu'il y a ces deux populations? Il y a ces deux populations qui sont antagonistes. Ce qui fait que sur le produit, et un des produits les plus élémentaires dans le Jura, c'est la maison. Et tu vois, ça a donné quand même une certaine, comment te dire, curiosité de ta part. À la fois curiosité, mais ça posait un premier élément de réflexion. Oui. La deuxième chose qui a posé un deuxième élément de réflexion, c'est la cherté. Les gens vendent cher. Les biens immobiliers? Non, tout, la bière, le simple collier, le simple... Tout est cher. Tout est cher. Mais on se retrouve un peu dans l'histoire des Antilles, je veux dire. On se retrouverait soit dans l'histoire des Antilles, mais avec des gens qui sont déguisés gilets jaunes. D'accord. Alors effectivement, toi par exemple, on s'est aperçu qu'il y a une piscine, une grande piscine, la piscine qui est olympique. Ouais. Pour des gens qui sont pas si olympiques que ça, ou qui sont très peu attirés par l'Olympe. Et cette piscine a un bassin chauffant pour pouvoir prendre des bains l'hiver. C'est une piscine de la ville? C'est une piscine de la ville municipale. D'accord. 27 millions. Ouais. Donc, tu peux te poser la question, comment une population que tu chiffres à 23 000 personnes aurait besoin d'une piscine à 27 millions, plus de 27 millions. Ouais, d'accord. Donc, on a découvert ça après avoir acheté. Et on s'est dit, mais si on avait découvert ce genre de choses avant, s'il y avait eu un tant soit peu des gens qui nous avaient prévenus avant, on n'aurait pas acheté. Et le mieux, c'est nos voisins. Quand tu achètes, enfin, je suppose quand tu achètes ou quand tu loues, le voisin, c'est pas la première personne à laquelle tu t'intéresses. Oui. En tout cas, c'est pas ton premier élément de curiosité, le voisin. Nous, je pense qu'on a vraiment changé la vie. Maintenant, si on change, on va se poser la question d'abord sur le voisinage. Tu vois, et c'est une expérience qui est quand même très intéressante parce que nous sommes habitués à une certaine sociabilité, à une certaine définition du vivre ensemble. Et ça a été très intéressant, alors que je n'avais pas écrit sur des circonstances politiques, notamment sur des circonstances de l'extrême droite depuis longtemps. Ça a été très intéressant de se replonger là pour pouvoir effectivement identifier une extrême droite, en tout cas un profil d'extrême droite que je connaissais, que j'avais rencontré à l'intérieur du Front National au moment, en tout cas du Front National d'alors. Et là, je vivais avec. Je ne faisais pas que la rencontrer. Je n'étais pas de passage, je vivais avec. Et ça a été d'autant plus intéressant que le grand héros local, qui est un héros national, qui est un écrivain, est Marcel Aimé. D'accord. Et Marcel Aimé, c'est un pote de Brasillac, quoi. C'est un type qui a collaboré, dont il n'a pas été, enfin, il a été épargné par les tribunaux du moment parce que c'est intéressant. Il faut redéfinir la notion de collaboration puisque les seuls journaux autorisés étaient les journaux allemands. Mais ça n'a pas empêché
parmi ces journaux, de travailler avec quand même les journaux les plus radicaux. Et comme je ne voulais pas non plus, tu vois, tomber dans ce travers là de la confrontation, à la fois de la confrontation et de la limite, ça a été très intéressant de voir de quelle manière le progrès, en contrepoint, a pu permettre aussi d'avancer, de faire que cette ville avance. Et au regard du progrès, eh bien, par exemple, nous avons un héros très intime en la personne de Frantz Fanon, qui a fait son internat à Dole, que personne ne connaît. Le type a commencé à écrire toutes ses thèses et ses hypothèses en psychiatrie là, et personne ne connaît. Ce sont des gens qui ont une évaluation du monde restreinte. Ouais, d'accord. C'est monsieur tout le monde qui fantasme la ville, qui n'aime pas les Parisiens, qui n'aime pas les Lyonnais, qui n'aime pas les gens de la grande ville. Et qui vont te dire, au-delà de 3000 habitants ou de 40 000 habitants, je peux pas. D'accord, ok. L'expérience-là t'a donné donc le désir de coucher des mots sur papier. Non. Cette expérience-là, m'a surtout permis de raccrocher avec quelque chose que j'avais fait avec des choses que j'avais commises il y a maintenant quelques années, si ce n'est des décennies, où je suis allé voir, rencontrer sans opposition, sans confrontation, le militant du FN d'alors, et j'ai retrouvé tous les stigmates du FN. Et j'ai réactualisé mes connaissances. Non seulement oui, parce que quand tu dis que aller les rencontrer, c'est avec ta caméra. Avec ma caméra. Tu as fait plusieurs films. 3. Les titres, on les rappelle? Alors il y a Mémoire d'oubli, Requiem pour 3 couleurs, Mémoire d'oubli, Requiem pour 3 couleurs, et l'autre je sais plus. L'autre, le troisième se limite entre la droite extrême et l'extrême droite, et je crains avoir un problème de mémoire si c'est soit illégitime caution, tu vois, et illégitime caution parce que la caution à cette idéologie n'est pas légitime. Et où on se balade justement entre ces idéologies et ces militants là. C'était la continuité de ce travail. La différence essentielle, c'est que en faire un documentaire là aurait été intéressant, sans aucun doute, sur le cadre du film politique. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'action. Mais ce sont des faits. Non, ce sont des faits, ce sont des constats. Quand moi j'ai écrit, il n'y avait pas de notion de construction. La deuxième chose, en complément, c'est que même si je termine le livre au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors celui-ci, c'est quel livre à ce moment-là? Toujours Les Singes Capitaines. Et c'est vraiment la dissolution. Comment tu filmes une dissolution? Ouais, ok. Filmer, une dissolution, c'est une information. C'est un fait. Il n'y a pas un processus. En tout cas, nous n'avons pas eu, nous, citoyens, accès au processus de dissolution. C'est quelque chose qui s'est pris sur dans la chambre du pouvoir.
Et comment tu filmes ça? Et je ne doute pas, par contre, qu'un jour je trouverai, je ne doute pas. Mais peut-être que ça ne sera pas, c'est pas peut-être, il est certain aussi que ça ne sera pas un film calqué sur les singes capitaines. Je pourrais toujours l'appeler les singes capitaines, mais entre le contenu... Et pourquoi le titre? Les singes capitaines? Parce que quand la mer est belle, même les singes savent naviguer. Donc ça, on peut dire que c'est ton écrit 2024? Non. Non. Non, on peut dire que c'est... Enfin, non, on peut pas dire ça. C'est un écrit qui me positionne vraiment dans une interrogation. Parce que c'est un écrit politique qui est vraiment très politisé. Mais c'est aussi l'écrit qui, en destination aux sociétés d'édition que je crois de gauche, n'est pas accepté. Et quand j'en ai parlé à des collègues ou à des diffuseurs et éditeurs qui me connaissent, qui connaissent mon écriture, tous étaient quasiment unanimes en me disant: adresse-toi aux éditeurs de droite, voire d'extrême droite. Ils vont t'écouter. Alors, et ça, en 2024, par rapport à la dissolution, par rapport... Mais je voulais dire, ton travail d'écriture, là, il s'est fait pendant l'année 2024 23-24. D'accord. Mais pour finir ma réponse, toi, ça te met effectivement dans une autre interrogation. Quand quelqu'un te dit, un éditeur te dit, ou un de tes collègues écrivains te dit, adresse-toi aux éditions de droite ou d'extrême droite, eux vont t'écouter parce que ils ont un sens critique. Ça te fait pas rien. Ces dernières années, tu as écrit combien d'ouvrages à peu près? Pendant le Covid, tu as écrit? Non, pendant le Covid, j'ai écrit, oui. Alors, oui, on s'était rencontrés après. Oui, pendant le Covid, en 2022, oui. J'ai écrit Tam Tam, Troubadour et Blanchitude. C'était aussi politique, totalement politique, parce que c'était tout ce que tu dois savoir, ou tu peux savoir, plus précisément, sur les questions de discrimination au regard de ton âge. Tam Tam a été édité. Tam Tam a été édité. Voilà. Les singes capitaines, pas encore. Pas encore. Il est toujours en recherche d'éditeur. Donc tu n'es pas décidé à aller voir les extrêmes droites? Non, non, pas, non, mais tu. C'est une boutade. Mais pas tant que ça, ma chère, pas tant que ça. Comme on se connaît assez bien, donc tu sais très bien que je ferai pas. Mais j'insiste, pas tant que ça, parce que aujourd'hui il y a une certaine banalisation de l'idée et de la personne de l'extrême droite. Banalisation, c'est on l'a vu au niveau des élections, des personnes qui ont pu se mettre avec le RN et qui ne sont pas du tout RN pour gagner des élections. Oui. Mais si ça à la limite, j'allais te dire, c'est au moins connu. En tout cas, c'est montré. Mais ce qui n'est pas montré, c'est quand même des gens qui te disent, on n'a pas ici le Rassemblement national. Oui. Et puis ils sont pas. Mais ils sont pas, surtout c'est qu'ils sont pas pires que les autres. En oubliant qu'il y a tout un passif, passé, c'est ce que les gens disent. Sur cette idéologie. Et c'est dit par des gens de 20 à 35 ans. Cette banalisation, elle est réelle. Elle est d'autant plus réelle que le Front National a réussi à combiner la discrimination et les problèmes économiques. Et alors, dans Tam Tam, j'aime bien le titre Tam Tam, Troubadour et Blanchitude. Comment t'es venu ce titre?
Comment m'est venu ce type? Parce que, écoute, si tu arrives de regarder les Noirs dans la rue, ce sont des gens qui sont souriants. Lorsqu'ils sont en train de faire, alors je te parle pas des gens qui sont en route et qui sont vraiment dans la précarisation la plus totale et pour qui il serait nécessaire d'avoir de penser des soutiens, et y compris les soutiens psychiatriques lorsqu'ils sont dans la rue. Mais quand tu vois ces personnes noires, qu'elles soient américaines ou africaines, elles sont dans la rue, donc on va sortir le grocal, le tambour, on va taper, on va commencer à taper dans les mains, et il est bien connu que tous les Noirs dansent. C'est bien connu, donc tu vois, cette notion de troubadour, elle était assez naturelle. Et blanchitude, parce que il se trouve que les Noirs, depuis le 19e siècle, ont inventé la négritude, et les personnes blanches n'avaient pas le pendant. Or, le fait est que le noir n'existe, et j'insiste là-dessus, n'existe que parce qu'il y a le blanc. Et dans le blanc, soit on parlait de l'épiderme, soit on parlait de l'attitude. Moi, j'ai préféré parler de l'attitude, la blanchitude. D'accord. C'est régulièrement des démonstrations. Si on doit simplifier les démonstrations, on doit constater la blanchitude, c'est un rapport de force. D'accord. Autant la colonisation. D'accord. C'est ce que je voulais entendre. L'esclavage. Quelqu'un m'a dit dernièrement, et c'est une personne noire qui me l'a dit, oui, mais les Noirs, s'il n'y a pas un blanc pour leur donner quelque chose, ils ne sont capables de rien. Oui, c'est un effet de la blanchitude. Voilà. Mais après, tu m'as déjà entendu dire ça, y compris en conférence, il faut accepter que des personnes noires soient totalement sujets à la blanchitude et qu'elles puissent la défendre. Moi, ça ne me pose pas... Et cette personne me dit, non, je ne défends pas le blanc, c'est simplement un constat. Bien sûr. Je lui dis, c'est ton constat. Oui. Parce que, voilà. Oui. Et donc, ce faisant, il te dit qu'il admet que son existence c'est ça. passe par... Voilà. Or, je crois que... je pense qu'on s'est... Tromper, c'est pas le mot qui convient, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de notre pensée tant sur la question de la négritude que sur toutes les questions revendiquées. Tant qu'il y aura de toutes les manières de l'existentiel, on va continuer à aller plus loin dans notre pensée de la négritude. Justement, il faudrait sortir de l'existentiel. Il faudrait aller sur des choses un peu plus rationnelles, un peu plus peut-être plus scientifiques au sens sociologique du terme, un peu plus au sens des sciences humaines plutôt. On n'est pas dans l'arithmétique, on n'est pas dans les sciences dures, mais s'affirmer, ça devient intéressant. Je t'ai dit que j'ai fait un film sur les violences faites aux femmes. Moi, ce que j'ai remarqué sur les violences faites aux femmes, et ce que je commence à remarquer là dans mon quotidien, c'est qu'il y a plein de femmes noires, qu'elles soient américaines ou africaines, qui arrivent à lutter sur deux choses en même temps. Et ça, c'est propre aux personnes noires. Deux choses en même temps. La chosification de leur personne et la désexualisation de la relation. Tu prends Fanon, tu prends un certain nombre d'auteurs qui ont décrit le comportement du maître dans la plantation, tu as quoi? La chosification et la sexualité. Et donc, dans cet ouvrage de Tam Tam, qui est quand même, on peut dire, un peu plus un essai. Oui, c'est pas un roman. Non. Tu as différentes interrogations. Bien sûr, parce que là encore... Mais quand je dis interrogation, c'est pas forcément
tu interpelles l'interrogation de ton lecteur. Du lecteur et y compris de l'auteur. Oui. Et l'auteur de la discrimination, l'auteur de la blanchitude. De la blanchitude. Lorsque les gens te disent oui, Jules Ferry, mais Jules Ferry, c'est l'Angatonkoun un moment, quoi. Un moment. Le mec, il est pour la colonisation. Bon, le type, il est pour l'école gratuite. Bon, il est pour ça. Très bien. Sauf que, à un moment, il t'a pas dit, il faut que les anciens esclaves aient accès à la même politique. Il t'a pas dit, il faut que les Algériens, là, aient accès à la même politique. Ben, tout ce qui est, justement, ce que les Français te disent, enfin, les Français, je ne tiens pas à ce que ce soit confrontatif, mon propos, mais le Français dans son ensemble te dit l'universel. Tu te rends compte que tous ces gens-là, l'universel, ils n'y étaient pas dedans. Que c'est juste maintenant qu'on va arguer de l'universalité, de l'universel, y compris comme symbole, pour te dire il faut mettre en place un principe d'équité, d'égalité entre nous, gens de la blanchitude, et les autres populations nouvellement françaises. C'est quand même toi, c'est violent. Quand tu travailles dessus, tu peux t'en amuser, intellectuellement c'est intéressant, mais c'est particulièrement violent, et c'est aussi cette violence que les jeunes gens relatent dans la rue. Quand il y a eu les émeutes... Par exemple, oui. De 2005 et toutes celles qui ont suivi après. Mais même les dernières émeutes en 2023, absolument. L'été 2023, qui ont été terribles. Absolument. Et là, à partir de là, personne ne fait appel à Jules Ferry. On fait appel à des flics, on fait appel à des gens qui vont t'expliquer. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à la parole d'une personne justement qui... on n'écoute pas ces gens-là, parce que ces gens-là ne sont pas particulièrement plus violents parce qu'ils sont blancs ou parce qu'ils sont noirs, ou parce qu'ils seraient noirs ou inscrits dans une minorité. Ils sont dans une violence parce qu'ils ne sont jamais entendus. La parole est confisquée et on les rattache jamais à l'histoire. Dans Tam Tam, c'est vraiment Tam Tam. Parce que tu nous bats le tambour sur beaucoup de choses. Et notamment, il y a un paragraphe aussi où tu nous parles, en 1961, tu commences comme ça. À la mort de son père, Hassan II montait sur le trône et annonça vouloir faire la paix avec son principal opposant. Et là, tu nous... on peut dire comme... En biologie, on prend une souris et on la dessèque. Bien sûr. Et là, tu commences à nous faire ça. Oui. Mais avec l'histoire. Voilà. Et c'est pour ça que je pense très important. Et bon, merci d'avoir posé la question, sinon j'allais continuer. Mais pour répondre à cette question-là, d'ailleurs. Et je crois que quand je discute avec des personnes qui sont moins observatrices que moi sur ces mécaniques et sur ces articulations, une fois qu'elles savent, elles ne sont pas en train de s'effondrer, elles partent pas en pleurs, elles deviennent pas dépressives. Mais il est intéressant, et d'ailleurs elles le disent elles-mêmes, il est intéressant effectivement qu'elles aient la possibilité de se trouver là aussi, de se positionner là aussi. Pour l'instant, à chaque fois qu'on te demande ton positionnement, ta construction, on fait appel à ta construction intellectuelle,
on te met face à des situations de mensonges, des situations de réussite. Bah, tu peux aussi avoir, et grand bien te fasse d'ailleurs, une passion pour Louis XIV, si tu sais dire, Louis XIV, le roi soleil, Louis XIV est un grand roi français et un grand négrier. Ça va très bien dans la même phrase. Parce que là, tu es là avec, à ce moment-là, tu nous fais toucher du doigt que son intention était quand même de travailler pour faire la paix. Voilà. Et tu apprends très rapidement que ça échoue parce qu'en fait, il est accusé aussi. Voilà. Non. Il est accusé de complot. Voilà. Donc, tu nous fais voir aussi qu'en quelque part, quand on a envie de travailler, d'être engagé pour la paix, on se fait vite... tu te fais aussi maltraiter. Oui. Ouais. Et toute une vie de positionnement, c'est aussi ça. On adule, à raison d'ailleurs, des personnes comme Aimé Césaire, que ce soit Césaire, Senghor, Lumumba ou d'autres, en tout cas, des gens qui font partie de l'arsenal des héros de nos mémoires. Écoute, à raison. Mais je pense qu'il nous appartient aussi, dans cette raison, d'aller chercher la critique. D'aller chercher aussi c'est pas... Comment te dire, c'est pas des bonbons Haribo. Non mais je continue sur ce paragraphe parce que tu nous parles, en fait c'est Ben Barka qui est rentré donc au Maroc et un an plus tard il fut accusé de complot contre la monarchie. De nouveau ce fut l'exil et là tu nous apprends il devint nomade et commis voyageur de la Révolution et voyagera à Alger où il rencontra Che Guevara et là tu nous apprends aussi des faits d'histoire. Oui. Parce que là, du coup, on sait que voilà, il y a des gens qui ont été à Alger pour... Bien sûr. Et c'est pour ça que je te dis, dans le positionnement, le positionnement, la construction de nous-mêmes, eh bien, on n'est pas isolé. Et quand je dis on n'est pas isolé, tu participes à ma construction. Nos discussions ont toujours participé à ma construction. Donc, je ne veux pas dire par là que je détiens une partie de toi, mais c'est pas faux non plus. J'aime bien comment tu nous expliques quand même que c'est l'année de ta naissance, puisque tu dis à Cuba, et alors Amilcar, il rencontra donc Che Guevara, Amilcar, Cabral et Malcolm X. Il s'en alla vers le Caire, Rome, Genève et la Havane. À Cuba, il présidait la commission préparatoire de la conférence tricontinentale devant se tenir en janvier de ma fameuse année dans la capitale cubaine. Et là, on comprend que c'est... Enfin, l'autrice que je suis comprend que c'est ton année. Absolument. Oui. Donc, là, tu nous situes quand même que l'année de ta naissance fait que c'est peut-être pour ça que tu es cet homme-là aussi qui va toujours à la recherche de... J'aurais tendance à répondre non. Immédiatement. Sauf que si je réfléchis quelques instants, oui. Parce que au travers de cet écrit, les années 60 sont très 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 riches. Extrêmement riche, et l'année de ma naissance est extrêmement riche aussi. En prise de conscience. Oui, mais... on peut dire que les années 60, c'est des prises de conscience. Mais c'est à la fois des prises de conscience, c'est l'année de tous les paradoxes, enfin ce sont les années, de tous les paradoxes aussi. C'est les Black Panthers, enfin c'est des années de tourbillon, c'est des années éruptives. Il nous parle aussi de Fort-de-France et il y a un paragraphe comme ça où je sais pas de mémoire, Fort-de-France, le bal nègre, au bal nègre, de Fort-de-France au bal nègre. Et là, là c'est encore une autre façon de disséquer quelque chose. Naître dans un pays qui savamment cultive la terreur ainsi que la violence
et l'infériorité prescrit l'individu à exister pour lui, pour la nation et parfois pour Dieu. Alors, en même temps, ton écriture, ton ouvrage, c'est un essai, et en même temps, tu nous donnes quand même des choses un peu profondes de toi-même, de tes réflexions. Oui, parce que tu imagines, et en plus ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce passage, puis c'est autrement émouvant d'ailleurs quand c'est quelqu'un qui le lit, parce que je n'ai pas le tonton quand je le lis, pardon. Et mais tu te rends compte, un essai rigide, qui est complètement orthonormé, qui correspond aux règles de l'essai, aux règles de l'universalité de l'essai, ça serait pénible. Oui. C'est chiant. Ce serait pénible pour toi. Mais pour toi aussi, tes textes. Je m'y serais pas intéressée, peut-être. Non, j'exagère. Ouais. Non, je ne me serais pas intéressée, je pense. Non, mais c'est ça, justement. C'est-à-dire que tu as dans ton écriture, on va dire que tu unifies tes arts entre le fait d'être réalisateur, d'être auteur, et tu peux être auteur de romans que tu mets dans tes essais. Oui, mais et en même temps qu'on retrouve aussi dans ton écriture, quand c'est une main à 4, main à 6, comme tu as pu faire avec Suzanne Dracius ou autre. Hein. Mais parce que je crois que notre grande chance en tant que auteur, mais au-delà du fait d'être auteur, c'est que nous sortons de mémoires qui sont tellement riches, tellement compulsives aussi, tellement maltraitées. Nous sommes des mémoires de la mauvaise mort. Quand nous ne sommes pas des mémoires de la malmort. Quand nous ne sommes pas des mémoires de la mauvaise rencontre. Et il faut aussi en sortir. Et la question, c'est toujours comment tu en sors. Moi, mon sortir de là, c'est ce que tu décris de moi quand tu me lis, et qui est effectivement où je prends des thèses qui sont des thèses, je pose des thèses, et dans ces thèses, eh bien, j'humanise tout simplement. Alors dans cet écrit de Tam Tam, moi je retiens Tam Tam parce que c'est vraiment pour moi c'est un Tam Tam, tout le rythme de l'ouvrage. Tu nous parles de cette affaire, les affaires de jeter les garçons dans le désordre par des concubinages publics avec des négresses et des mulâtresses, ainsi que le nota le fondateur de la ville de Fort-de-France. Je continue dans mon paragraphe que j'avais souligné. Comment se fait-il que tu as voulu parler de ça, principalement de Fort-de-France, dans ton ouvrage? Parce que Fort-de-France, c'est aussi une partie de moi-même. Et c'est parce que tu as analysé, en fait, tu nous fais une analyse quand même. Oui. Les femmes noires embrassèrent le catholicisme ou épousèrent un homme blanc. Elles se trouvèrent affranchies et se tinrent en femmes honnêtes de société. Parce que c'est voilà ce qu'on a. Pardon. Voilà justement ce que la personne dominante, là pour le coup le blanc de l'époque, attendait. Tu reprends, si tu prends quelqu'un comme Schœlcher en lecture, Schœlcher, en tout anti-esclavagiste qu'il est, abolitionniste qu'il est, il attend quoi des personnes noires en soi, nouvellement libérées, qu'elles deviennent qu'elles restent noires déjà, et qu'elles deviennent simplement des éléments intégrés à la société qu'il connaît lui. Donc pas si libre que ça.
Oui. En fait, dans ton ouvrage, tu reviens aussi sur des hommes de lettres, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac. Tu nous fais comment on appelle les gâteaux là? Millefeuille, il a du sec et puis il a de la crème. Sauf que tu vois, donc tu es en train de me dire que je réussis, parce que par l'intermédiaire de ces auteurs, eh bien, j'affirme qu'il y a des choses que tu savais. Celui qui sait ou celui qui ne le sait pas, il y trouve sa quantité. Et il trouve sa quantité. Après cet ouvrage-là, donc qui est sorti il y a... mai 2023, oui. Mai 2023, donc un peu plus d'un an. Oui. Tu continues ton écriture et tu vas vers quelle écriture à ce moment-là? Mais là, le prochain livre, il s'intitule L'exil d'une reine sans trône. Je te laisse nous en parler parce que je n'ai pas lu. Oui, alors, écoute, je vais t'en parler, comme ça sera... J'ai vu le teaser. Ça sera très envie. Ça sera la surprise. Mais je vais t'en parler à ma manière, parce que je sens rentrer dans l'histoire pour que tu sois vierge de ma parole. D'accord. Cette histoire est formidable. J'ai enfin trouvé une histoire dans laquelle je me suis installé avec toute l'humanité, vraiment toute l'humanité que je voulais défendre, toutes les humanités que je voulais défendre. Voilà, dans un petit coin de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Que tu connais bien cette région. Oui, puisque j'y vis. Ma compagne me dit un jour, en rentrant de promenade, je suis allé dans un cimetière et j'ai vu la tombe d'une reine de Mohéli. Ah bon? Alors, déjà, pour que tu puisses comprendre, je vais régulièrement dans des cimetières, dans des lieux que je ne connais pas, parce que ça me permet de comprendre la sociologie, ça me permet de comprendre la... Non, mais les gens qui aiment écrire aiment aller au cimetière. Souvent. Et donc, ma compagne a acquis ce réflexe. Donc, elle est allée au cimetière et elle revient avec la reine de Mohéli. La reine de Mohéli, je ne sais pas qui c'est. Mohéli, je sais que c'est les Comores, mais je ne savais pas qu'il y avait une reine de Mohéli là. Et nous cherchons, et l'histoire veut que cette femme, eh bien, c'est Pantaucas de français. Elle est mariée avec un gendarme. Bref, chacun la présente comme étant c'est une fable. Moi, je trouvais ça un peu léger. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une tombe existante et en même temps, elle fait partie d'une légende, c'est ça que tu veux nous dire? Non, c'est que son histoire écrite, c'est une légende. D'accord. En tout cas, Donc vous avez été chercher... Qui était cette personne? D'accord. Tous les articles de journaux, c'était vraiment... Enfin, pour simplifier mon propos, doudouiste. D'accord. Donc je vais chercher et je commence à tomber sur une histoire coloniale. Là, mais... Et ce qui m'a passionné, les sujets principaux sont féminins. Et là, c'est, pardon de te le dire, mais c'est un autre souffle d'air. Parce que jusqu'à maintenant, quasiment dans tous mes livres, y compris dans mes films, tu regarderas, les sujets principaux, les trames, les sujets principaux, les axes forts sont très masculins. Et même si je défends... oui, non, mais bien sûr. Oui. Je reconnais ça. Et là, et je tombe sur... C'est ce que tu veux nous dire, que tu trouves tout ça sur Internet? Non. Tu vas plus loin. Ouais, je vais plus loin. Et je commence à fouiller, là, c'est en lien avec Mayotte,
Et donc, je commence... et là, une des grandes difficultés avec Mayotte, c'est que, je crois que très peu de gens s'en souviennent, c'est que Mayotte a été vendue à la France. Enfin, comme tu vends un jardin. Hein, bien oui. Enfin, pas à la France, à un officier. Très précisément, pour une somme assez dérisoire. Et l'officier qui n'avait pas le droit de posséder cette terre l'a donnée, enfin l'a cédée au roi. Et donc ça te pose d'autres problèmes par rapport à Mayotte. Et on avance. Et je comprends, je comprends que Mohéli, île comorienne, est dirigée par une dynastie malgache qui est devenue musulmane et dont la reine est la fille d'un type qui a rusé pour devenir sultan. Tu vois, ça commence à devenir, tu vois, t'as une intrigue qui est là. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve cette tombe. À peine. Oui. Okay. Donc tu commences, tu vois, à rentrer là-dedans. Et de ce petit coin de Bourgogne, on arrive à un autre coin là, qui est les Comores. Et à partir de ce moment-là, j'écris l'histoire. Et là, à partir de Mohéli, eh bien, tu as la rencontre avec la Martinique. D'accord. Tu as la rencontre avec la Guyane. Alors, c'est un roman, donc, qui va de ton imagination, où finalement tu trouves des documents. Et je trouve des documents. Ok, d'accord. Il y a les deux. On va pas, voilà. Tu trouves des documents et tu fais des liens. Pour être plus clair, c'est que je fais quand même parler une personne décédée. Tout à fait. La même personne décédée va parler de sa mère, qui elle-même est décédée, elle ne l'a pas connue. D'accord. Et je te dis, s'entrecroisent à Mohéli, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. Aussi, d'accord. La Réunion. On peut appeler Mohéli une terre croisée, quoi. Tu as tous les axes de croisement du 19e siècle, du moment. D'accord. Et ça devient à la fois une histoire et une terre extrêmement enrichie de par cela. Et j'insiste sur un fait, ça reste une histoire coloniale. Le support même de cette histoire est colonial. Les sujets sont anti-coloniaux. Quoique, quand je dis quoique, ils sont justement dans cette situation que nous pouvons bien connaître, qui est d'être de la minorité et tu as affaire à deux femmes qui résistent et qui veulent, dans leur résistance, dans leur acte de résistance, qui veulent pas tout rejeter de la colonisation, mais qui aimeraient simplement dire ça nous convient et ça convient pas. D'accord. Et elles n'ont pas le choix. Or, petite île, la reine devient à la fois est un objet de désir. Elle devient un objet de chosification. Elle devient un objet de détestation. Elle passe par différents états, tant de la part des hommes que de la part du colonisateur. D'accord. Et quand tu dis de la part des hommes comoriens,
Du Comore? De la part des hommes. Si je réponds à cette question, j'en saurais trop. Je t'influence. Ouais. Donc, de la part des hommes. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai pu réunir beaucoup de... avec toutes tes recherches et des axes de connaissances. Ouais. Je te dis, voilà, j'ai lié. Et cet exercice de lien, eh bien, a été très agréable parce que il correspondait aussi à ce que je dis régulièrement. La question coloniale, c'est aussi une question administrative et qui dépend du représentant du bureau. Alors c'est un ouvrage, le titre exact? L'exil d'une reine sans trône. Voilà, alors biographie. Et on va le retrouver en digital. Oui. Aussi. Oui, parce que tu sais ce qui s'est passé à Mayotte, les Comores sont encore en CFA. Le fait est que lorsque en France nous faisons une édition, enfin nous éditons, le prix est en euros. Donc ça fonctionne très bien dans toute la zone européenne, pas de souci. Ça fonctionne très bien dans toute la zone américaine, pas de souci, parce que il y a automatiquement les conversions qui sont faites soit en dollars, soit en livres, soit dollars, soit livres ou dollars canadiens. Donc ça fonctionne très bien. Donc on n'a pas sur ces marchés là, on n'a pas de difficulté. Or, je suis quand même un auteur de la minorité. Et quand je dis de la minorité, on a. Voilà. Et il m'intéresse très clairement que les Indiens, avec leur roupie, puissent acheter, lire, que les Africains, avec leur CFA, puissent lire et acheter, et les Nords avec le dinar, et l'ensemble de la profession de l'édition n'a pas pensé à ce public-là. Donc, après, ce que je peux rajouter, c'est que cette fois-ci, c'est un script vraiment qui correspond à... Ce livre aura une deuxième partie. D'accord. Parce que je l'ai observé sous l'angle féminin et je vais l'observer sous l'angle masculin. Là, donc sous l'angle du père. Et où je suis vachement content aussi, mais vraiment très content, c'est qu'il fera, la conception cinématographique va faire l'objet d'une série. D'accord. Et c'est vraiment la première fois, tu vois, et là c'est aussi pour ça que j'étais très content, c'est une idée qui va permettre la série. D'accord. Voilà. Ok. Merci Gérard. Je t'en prie. Retrouvons-nous chaque semaine pour une nouvelle rencontre. Lire de toutes les couleurs. En belle Thibaut et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. Bye bye.